Bonjour à tous. Eh bien oui, donc David Ménival, donc je suis le responsable de la filière Champagne pour le Crédit Agricole Nord-Est. Alors je précise, parce que vous le savez très bien, nous sommes des banques régionales et que l'histoire fait qu'il y a eu des divisions administratives qui ne sont pas forcément en logique avec la situation champenoise. En l'occurrence, nous n'avons pas le département de l'Aube dans notre périmètre. Mais ça, tout ça, encore une fois, je vous ferai abstraction de l'histoire du Crédit Agricole qui a suivi l'évolution viticole et agricole au fur et à mesure de la mécanisation. Donc tout ça, ça nous amène à une situation à première vue où je ne serai pas capable de vous parler de l'ensemble de la Champagne. Rassurez-vous, j'ai plusieurs informations que je vais pouvoir partager avec vous, mais aussi mes incertitudes, parce qu'en l'occurrence, c'est très compliqué de faire le futur concernant le Champagne au vu de la situation actuelle. Juste parce que je ne l'ai pas mis, mais comme tout le monde l'a dit, je vais quand même vous le préciser, parce qu'on parle de premier employeur. Bon, bah, écoutez, Crédit Agricole Nord-Est, c'est 2000 salariés. Donc on est pas mal, je pense, en termes d'embauche. Et on a une puissance territoriale assez forte, je vais vous le montrer maintenant. La première information que je cherche à vous montrer, c'est notre poids dans le Champagne. En l'occurrence, vous avez le périmètre nord-est, c'est ce que je vous ai expliqué. Nous n'avons pas l'Aisne, nous n'avons pas l'Aube, pardon. Nous avons la Marne et l'Aisne. Donc c'est 77% des vignerons, c'est 95% des coopératives et c'est 90% du monde négociant. D'accord? Donc ça c'est le périmètre dans lequel nous pouvons agir. Eh bien, regardez les parts de marché que nous avons pour chacune de ces familles. C'est 87% de financement réalisé pour le monde viticole. C'est 97% du financement des coopératives, sachant que le reste, en fait, c'est parce que c'est des poules bancaires par rapport aux grosses coopératives. Et donc, on est quand même tête de file sur tous les poules bancaires. Et puis, 80%, toujours la même logique par rapport aux négociants. Donc, vous pouvez comprendre à quel point le Champagne, pour le Crédit Agricole Nord-Est, c'est absolument fondamental. Et ça explique pourquoi on est dans l'absolue nécessité de comprendre comment ce Champagne évolue, comment la filière Champagne évolue, parce que, vous avez bien compris, on a la tête et les pieds dedans. Donc à partir de là, arrivent des rôles comme le mien, à savoir être capable de vous expliquer, et être capable d'expliquer à la direction générale comment cette fameuse filière vit, évolue, et vers quoi elle pourrait aller. Ce qui est la partie la plus compliquée, comme je l'ai dit précédemment. Donc, écoutez, on va commencer par le désagréable, vous allez comprendre assez vite, à savoir que nous le savons, par notre réseau territorial, la situation économique est un petit peu plus tendue qu'elle n'a pu l'être dans le passé. Donc ça, c'est parce que j'ai à la fois mon réseau professionnel, donc territorial, mais aussi la lecture et les liens que nous pouvons avoir avec le CVC, on est dans une situation où on est capable de vous raconter ça. Il y a des inquiétudes. Il y a les inquiétudes sur la situation actuelle des expéditions champenoises. Alors ces inquiétudes, pour être franc, elles sont nées quand même il y a déjà quelques temps. Ça, c'est le premier graphique que je vais vous montrer. C'est-à-dire que vous vous rappelez, on a vécu le Covid, on est sorti du Covid, personne n'a vu le Covid arriver, soyons très clair, et surtout, personne n'a vu comment on est ressorti du Covid, parce qu'on était, dans toutes nos prévisions, c'était dit oui, bon, c'est normal, les expéditions vont repartir, ça va bien se passer, mais franchement, on ne s'attendait pas à un départ aussi brutal, à savoir 320 millions de cols, 326 millions de cols l'année suivante. Donc là, tout le monde s'est dit, ouais, ça y est, le Champagne, cette fois-ci, ça ne rigole plus. Les consommateurs ont enfin compris qu'ils avaient absolument besoin de nous et que tout allait bien se passer. Bon, malheureusement, ceci n'a duré qu'un temps, et donc vous pouvez le voir. Après, donc à partir de mars 2023, on va avoir un retournement de situation en Champagne, et depuis mars 2023, soyons très clairs, c'est plutôt la baisse. Alors, évidemment, il y a quelques mois et quelques périodes qui ont été positives, mais on attaque donc une baisse des expéditions à partir de 2023, mars 2023. Ça va nous faire atterrir à 299 millions de cols, et puis, vous le savez, en 2024, 271 millions de cols. Bon, 271, pour être franc, ça commence à être un peu bas, et c'est là que arrivent ces fameuses inquiétudes, où on se dit mince, mince, mince. Finalement, le consommateur qu'on croyait conquis et absolument ravi de notre produit ne l'est peut-être pas tant que ça.
Bon, mais écoutez, que ça soit le boom post-Covid ou la situation un peu plus compliquée aujourd'hui, tout ça doit être pris avec beaucoup de précautions. Enfin, c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. Donc, derrière ces situations, vous le savez, à l'heure actuelle, nous avons notre ami Donald Trump, alors notre ami, vous comprendrez bien que je mettrai des guillemets dessus, qui a décidé d'enclencher une guerre commerciale. Alors, c'est pas de chance pour nous, c'est au moment où on est plutôt en baisse de volume d'expédition, vous avez donc ce président qui commence à dire, bon, bah, écoutez, messieurs, dames, tout ça, c'était du vent, et maintenant, on va mettre les choses en place. Vous vous rappelez sans doute du vent, j'ai fait une petite allusion positive par rapport à la situation. Il y avait du vent le jour, il avait sa pancarte, il avait du mal à la tenir. Donc concrètement, il nous a quand même fait beaucoup d'annonces qui sont plutôt désagréables et surtout des annonces courtes, ce qui fait que, on vous l'a dit à plusieurs reprises, l'instabilité n'est quand même pas la meilleure des situations pour faire du commerce. Eh bien l'instabilité, je me suis permis de vous mettre les dates, comme ça vous comprendrez bien à quel point on parle d'instabilité. C'est-à-dire que, regardez voir, vous êtes au 13 mars, il nous annonce 200% de taxes sur, et alors faites bien attention, c'est pas que sur Champagne, c'était sur l'ensemble des vins spiritueux d'Europe. Puis finalement il a dit non, c'était une blague, excusez-nous. Le 3 avril, on va redescendre à 20%. Le 10 avril, finalement les 20%, non, on va attendre et ça sera donc ça sera 10% pendant 90 jours. Puis comme vous l'avez sans doute situé, il y a 10 jours encore, il nous a dit bon, ça sera pas 10%, ça sera 50%. Puis finalement ça sera pas 50%, on va attendre encore un petit peu. Et donc nous arrivons au mois de juillet. Ouh là là. Vous avez vu, c'était intéressant quand même. Hein. Donc, allez faire des prévisions là-dessus. Pour ceux qui en sont capables, vous me faites signe, je suis très intéressé. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir au mois de juillet? On n'en sait rien. Je vais être franc avec vous, on n'en sait strictement rien. 10%, 20%, 0%, 200%, 2%, 50%. Qui dit mieux? On n'est vraiment pas dans une situation simple. Et c'est bien le sujet, parce que concrètement, quand vous avez ce genre d'instabilité en termes d'information, ça a un impact certes sur le champagne, mais ça a un impact surtout sur l'ensemble de l'économie mondiale. Parce que dès que vous avez ce genre de situation, alors certes, nous allons regarder la filière, mais nous devons absolument regarder ce qui se passe autour de la filière. Alors revenons juste à la filière et vous allez comprendre pourquoi c'est gênant. Déjà parce que notre ami Trump avait une image de businessman. Bon, il l'a toujours, hein, sur certains aspects, même si on peut en discuter. Et donc, quand il arrive au pouvoir, pour être très franc, au début, les Américains, et même le monde, se dit il va y avoir du business, et donc ça va plutôt être positif. Regardez voir ce que ça va donner sur le dollar américain. Vous êtes dans une situation, donc alors je suis parti de 2020 pour que vous compreniez bien l'évolution du dollar américain. Donc là, c'est 1 euro égale combien en termes de dollars. Vous avez donc une période à partir de 23 où finalement le dollar était plutôt ouais, voilà, ça, il était moyen, quoi. Voilà, il était moyen, donc bon, tout le monde s'était un petit peu habitué avec ça. Et puis regardez voir, hein, vous avez Trump qui arrive, hein, vous êtes en janvier, donc octobre-janvier 25. Et vous avez donc ce dollar qui devient extrêmement fort. Alors ça, pour nous, c'était plutôt une bonne nouvelle. Si vous vous rappelez, le dollar américain, ça fait partie des éléments majeurs pour acheter le champagne. Donc on s'était dit, chouette, 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 ça va bien se passer. Regardez voir ensuite comment le dollar repart dans l'autre sens. Et ça, c'est la preuve que déjà Trump, il a cassé l'idée qu'il allait être businessman et qu'il allait faciliter les choses. Et grâce ou à cause de ces mesures commerciales, le dollar a été attaqué, et c'est la première fois que ça arrive, le dollar a été attaqué en termes de monnaie, parce que on a eu des doutes sur la capacité, finalement, de l'économie américaine à maintenir la valeur. Et ça, c'est un truc, c'est révolutionnaire, hein, je vous le dis franchement, ça n'était pas arrivé. Donc on a vraiment des tensions commerciales, comme je vous l'ai mis là, on a des gros doutes sur la façon dont ça va se passer, évidemment. Donc finalement, les devises de la Réserve fédérale vont-elles être suffisantes pour couvrir la valeur du dollar? Et donc finalement, on a une désinfection progressive des investisseurs, soit l'inverse de ce qu'il avait imaginé. C'est-à-dire qu'à part d'autres, comme on a eu l'annonce ce matin de Stellantis qui finalement va partir sur Chicago, mais bon, ça c'est un peu particulier. Mais autrement, beaucoup ne veulent pas aller là-bas. Ils ne veulent pas aller là-bas parce que concrètement, ils se disent c'est trop instable, on ne sait pas.
quoi on va être, par quoi on va être touché si jamais on va aux États-Unis. Donc, si je vous raconte ça, c'est parce que finalement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, écoutez, on va avoir un impact négatif sur la consommation américaine. C'est là le problème. Et c'est là que, finalement, le vrai enjeu va se mettre en place. Certes, on va avoir l'impact direct, mais on a aussi l'impact indirect. Quand vous avez un dollar qui prend ce format-là, vous avez un gros problème, notamment sur l'inflation qui va se remettre en place aux États-Unis. Vous prenez les taxes douanières. Vous prenez les taxes douanières et vous allez avoir un autre phénomène qui s'appelle l'inflation importée, et donc vous avez des consommateurs américains qui se retrouvent dans une situation dégradée. Et je vais être franc avec vous, c'est bien ça le problème. C'est bien plus le problème de cette consommation et de l'impact que ça peut avoir sur du long terme qui doit nous concerner. Alors pourquoi ça nous concerne? On vous l'a dit rapidement. Voici les 10 premiers marchés export 2024, parce que je vous parlerai rapidement de 2025 après. Et donc en 2024, vous avez les 10 premiers marchés export. Bon, ben écoutez, regardez le premier, Franck, tu l'as dit tout à l'heure, voilà, le premier c'est les États-Unis, donc c'est 27,4 millions de cols, quand même. Et c'est surtout 819 millions, alors on va dire 820 millions en termes de chiffre d'affaires, et donc ça fait 17,8% de la part export en volume et 21,1% de la part en valeur. Bon, ben écoutez, quand vous avez dit ça, ça fait mal. Surtout que, une fois qu'on... Allez, on va se dire, c'est pas grave, peut-être que les 9 autres vont faire quelque chose. Bon, ben écoutez, le Royaume-Uni est en deuxième position. J'espère que vous êtes au courant. L'économie du Royaume-Uni n'est pas au beau fixe. C'est pas ce qu'il y a de plus glorieux à l'heure actuelle. Bon, on va dire c'est pas grave, allons voir le troisième, le Japon. Eh bien écoutez, je suis navré, c'est guère mieux. C'est-à-dire que le Japon, pour ceux qui ne savent pas, pendant presque 20 ans, ils étaient en déflation. Alors, c'est un truc improbable, mais ça s'appelle les prix qui baissent. Je sais. Et maintenant, ils sont en inflation. Et alors, donc vous comprendrez bien que pour des consommateurs, tout ceci est bien perturbant. Donc, écoutez, c'est pas de chance, parce que je prends les 3 premiers marchés, c'est 40,4% des volumes exportés et 44,3% du chiffre d'affaires exporté. Pas de chance. Donc, vous voyez un peu la concentration qu'on a sur ces 10 marchés. Les 10 premiers marchés export, 39,5% des volumes et 72% du chiffre d'affaires export. Bon, vous avez compris pourquoi, quand vous avez un Donald Trump qui commence à jouer avec les chiffres, d'un seul coup, nous nous sentons extrêmement mal à l'aise. Parce qu'il n'y a pas de sortie à première vue, immédiate. Il n'y a pas de grande sortie pour l'export. Mais vous ferez attention, je vous montrerai quelques tendances un peu plus intéressantes après. Donc voilà, on prend ça, et on se dit, alors là, pas de chance. J'étais pas en bonne situation, j'ai Trump qui arrive derrière, il va nous perturber, ça va tout casser, et on va avoir une chute libre des expéditions. Ah ben non. Ah ben non. Alors là, ça veut dire que si je vous montre ces chiffres-là maintenant, vous vous dites, attends, mais il s'est déjà planté dans l'explication. Alors c'est là qu'il y a l'astuce. Regardez bien, c'est intéressant. Donc vous êtes à fin avril, c'est en cumulé, fin avril, vous êtes à plus 3,6, en cumulé à plus 0,3%. En d'autres termes, ouf, ça y est, c'est stabilisé. Alors la première chose que vous devez absolument retenir, c'est que c'est stabilisé à 272 millions de cols. Bon, je rappelle quand même que ce n'était pas le niveau le plus élevé et qu'il n'est pas très intéressant pour nous et pour la filière champagne. Je reviendrai dessus après. Si je regarde uniquement avril, je suis à plus 3,6% et pour être très clair, c'est principalement le fait de l'export. Parce que le marché français, lui, il fatigue, il patine. Donc, et ça fait longtemps, depuis 2007. On a perdu 70 millions de cols entre 2007 et 2024 sur le marché français, qui reste le premier marché en volume. C'est encore 118 millions de cols, c'est donc quand même un très gros marché. Mais bon, ça patine pas mal et ça se montre ici. Maintenant, vous avez l'export, lui qui est complètement à l'envers de ce que je vous ai raconté tout à l'heure, plus 12,6%. Incroyable. Oui, mais si vous avez bien compris, il s'est passé quelque chose, et ce quelque chose, c'est les périodes de transition
entre les différentes annonces de Trump et les fameux 90 jours et le fameux dollar américain. Et bref, une situation qui a amené pas mal d'importateurs-distributeurs américains à dire aux Champenois, les amis, c'est maintenant, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver après. Donc allez-y, balancez, il nous faut les bouteilles, vous en envoyez le plus possible, et puis on verra comment, on verra la suite, quoi. Bon, juste au passage, c'est très bien d'envoyer des bouteilles aux importateurs-distributeurs pourvu qu'ils soient capables de les écouler. Ça, si vous avez bien compris, quand j'ai un consommateur qui, lui, se dit « excuse-moi, mais faut que je mange », est-ce qu'il voudra manger du champagne? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Donc, tout ça pour dire « oh bah finalement, pour nous, Champenois, c'est carrément l'inverse. Ça veut dire que ça va bien. » Pour les activités connexes qui sont dans la salle, vous voyez, hein, c'est un petit peu le contre-intuitif. C'est-à-dire que pour l'instant, finalement on expédie et finalement ça marche, quoi, ça marche bien. Oui, enfin bon, c'est quand même très artificiel et surtout je rappelle que c'est une stabilité par rapport à un contexte 2024 très dégradé. Voilà, alors, on pourrait se dire, bon, mince, voilà, attendez, rassurez-vous, il y a quand même quelques raisons d'espérer. La première des choses, ça c'était juste le mois de mars, mars 25, juste mars 25. D'accord? Donc c'est les calculs Crédit Agricole, vous m'excuserez. On sait qu'il y a effectivement ce mouvement sur les États-Unis. États-Unis, qui est quand même le premier marché export en volume et en valeur. Donc États-Unis au mois de mars, plus 33%, c'est exactement ce que je viens de vous raconter. C'est assez artificiel. Vous avez le Royaume-Uni, c'était à mars, alors on pense que c'était ça. C'est plutôt négatif pour le Royaume-Uni. C'est neutre pour le Japon. L'Italie est en contraction, et puis vous avez quand même d'autres marchés qui sont intéressants. Regardez voir. Donc pendant qu'on est tous fixés sur les États-Unis, il y a quand même d'autres marchés qui fonctionnent. Donc il faut quand même relativiser, déjà c'est la première information, relativisons ce premier contexte. Le deuxième contexte, et ça mes chers amis, vous êtes ici même, et vous allez comprendre ce que je vous ai raconté, deuxième contexte intéressant, c'est le no-tourisme. Alors ça c'est parce que nous sommes banquiers, qu'on a une bonne place en termes des bonnes parts de marché, que nous sommes capables de vous raconter ça. Donc c'est directement achat auprès des vendeurs de bouteilles. Et donc vous avez sur les cartes bancaires France, c'est l'équivalent de 17 millions d'euros et c'est en progression par rapport à 23 et surtout par rapport à 19. Pour les dépenses cartes bancaires étrangères en 2024, c'est 22 millions. Et regardez voir l'évolution entre 19, par rapport à 19 et par rapport à 23. Donc tout ça, c'est excellent. Et surtout, et ça a été un petit peu signalé, et là on peut le prouver, il y a un lien évident entre le no-tourisme et l'export. Alors si vous avez des doutes, regardez voir les nationalités qui sont présentes à l'heure actuelle, donc selon les cartes bancaires, comme toujours. Vous retrouvez les Belges, mais ça c'était évident. Vous avez les Allemands, les Italiens, Luxembourg, la Suisse, Royaume-Uni, États-Unis, Australie, Canada, et tout ça en progression. Ça veut dire en d'autres termes que le no-tourisme est un très beau relais export. Voilà, ça c'est le point qu'on doit retenir. Mais bon, en attendant, tout ça c'est quand même du moyen terme, et donc on va avoir quelques ajustements qui se mettent en place pour la filière. Oui, parce que la filière, elle est dans une situation un petit peu tendue tout de suite. Maintenant, quand je vous parle, ça s'appelle les rotations de stock. Vous êtes en Champagne, les rotations de stock, eh ben, ça nous coûte un petit peu d'argent, ça demande du vieillissement. Alors il y a une part, et ça a été signalé par Audrey en l'occurrence, il y a une part qui est volontaire, parce qu'on a fait vieillir nos vins, et donc ça nous demande un peu plus de temps. Ensuite, nous avons eu des expéditions, des rendements autorisés qui ont été plus que positifs en 21 et 22, donc ça fait pas mal de matière qui est rentrée, et ensuite les méventes à partir de 23, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc tout ça, ça nous fait une rotation de stock, et ça coûte très cher. Je vais être très clair, et c'est le banquier qui parle, hein, d'accord ? Vous avez du coup une autre adaptation qui s'est mise en place assez vite parce que comme les stocks coûtaient trop cher et qu'il commençait à en avoir un petit peu trop, eh bien ils ont changé de stratégie, donc la Champagne est en train de changer de stratégie de mix produit. On est parti d'une idée que le brut sans année, notre fameux brut sans année, n'était pas forcément bien placé, donc on l'avait mis un peu de côté au profit des cuvées haut de gamme. Donc toutes les autres cuvées, hein, donc rosé, cuvée de prestige, millésime, dosage supérieur à brut, dosage inférieur à brut. Ça, c'était une belle stratégie, ça nous a permis de dégager du chiffre d'affaires. Bon, on est en train de revenir dessus, très simple, parce que le BSA, c'est quand même la plus grosse volumétrie, qu'il faut s'en débarrasser parce qu'il prend beaucoup de place et qu'il coûte encore un peu d'argent. Et c'est aussi le moins cher, donc c'est peut-être celui qu'on peut liquider le plus facilement. Eh bien voilà, écoutez, c'est pas compliqué, j'ai dégradé le mix produit, et donc
conséquence, baisse du prix. C'est basique, hein. Vous avez une dégradation du mix produit, et c'est malheureusement ce que la Champagne a déjà fait à de nombreuses reprises. Et donc, elle le refait. Vous auriez donc une baisse de moins 2,4% sur les pays tiers, donc sur le marché export hors Europe, moins 0,2 pour l'Europe, moins 0,3 pour l'ensemble du prix de la bouteille, et voilà, c'est reparti. Nous baissons le prix facial de la bouteille de champagne. Bon, ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, je vous le dis clairement. Ça, c'est pas super. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme adaptation? Ce n'est pas une bonne nouvelle non plus, j'en suis navré, mais écoutez, c'est pas Crédit Agricole qui l'a décidé, hein, d'accord? Vous allez avoir une mise en appellation qui sera, à première vue, au mieux de 9000 km/h, peut-être en dessous. Je n'en ai aucune idée, et je ne serai pas capable de vous dire l'information. Ça sera le 20 juillet. Après, si vous voulez vraiment savoir, ça sera le 20 juillet qu'on aura l'information. Toujours est-il qu'il nous semble évident que ça sera, dans le meilleur des cas, à 9000 km/h. Donc, vous voyez, encore une fois, une autre adaptation qui n'est pas toujours une bonne nouvelle, quel que soit, je vais être franc avec vous, quel que soit le rôle dans la Champagne. Alors, quels sont les enjeux on va avoir en face de nous? Bon, vous écoutez, le premier enjeu, ça va être d'aller chercher des nouveaux marchés. Bonne nouvelle quand même, il y a eu des premiers mouvements. Donc, en 9 ans de temps, j'ai une légère déconcentration des marchés export. Je dis bien légère, mais c'est en 9 ans. Et la Champagne, avec des rotations de stock de 5 ans, bah, écoutez, c'est pas trop mal, hein, on va être franc. Donc là, je vais assez vite dans les chiffres, mais regardez voir, j'étais à 45% des volumes exportés en 2015, ce n'est plus que 40% en 2024. Pour les 20 premiers, c'était 86,3 et 82 en 2024, mais surtout, j'ai des nouveaux marchés qui sont en train d'arriver, on vous l'a signalé tout à l'heure, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud, l'Autriche. Ça, c'est les nouveaux marchés qui sont apparus en très peu de temps, et d'autres qui prennent de l'importance, comme l'Italie, les Émirats Arabes Unis, je n'ai pas le temps, mais c'est assez fun ce marché-là, hein. Et le Danemark, donc pareil, en belle progression entre 2015 et 2024. Donc vous voyez, ça c'est du travail à faire, mais c'est en route, donc ça demandera quand même de l'argent, hein, c'est évident. L'autre sujet, ça va être une grande bataille d'image, parce que on sent bien que le prix va baisser. Là, c'est pas la première fois qu'on le fait. Je suis allé le plus en arrière possible sur mes données. Donc, vous avez la crise de 90. Pour les plus anciens d'entre vous, vous vous en souvenez sans doute. Elle n'a pas été très sympathique, celle-ci. Donc, juste pour vous rappeler, c'était la guerre du Golfe et chute de l'URSS. Parce qu'on oublie vite, mais quand vous avez un bloc comme ça qui tombe, ça fait pas mal de bruit. Vous avez eu la crise des nouvelles valeurs, vous avez la crise des subprimes, bon, et à chaque fois, le champagne a baissé son prix. À chaque fois. Alors après, la durée de la crise, bon, bah, écoutez, la période pour revenir au niveau d'avant-crise en termes de prix était plus ou moins longue, entre 3 ans et 5 ans. Quid de la situation actuelle? Je pense que vous avez bien compris. Au vu du contexte de crise potentielle internationale, au vu de la situation champenoise, au vu de l'instabilité et de sur quoi nous allons, on va écouter, le prix va baisser, ça c'est quasi sûr. Maintenant, il va baisser de combien et combien de temps il nous faudra pour le restabiliser. Donc vous avez bien compris l'enjeu d'image. La RSE qui a été signalée par mes collègues au préalable, bah, écoutez, la RSE, elle va forcément jouer là-dedans. Les certifications, la façon dont nous proposons le produit, à qui nous proposons, sous quel angle, etc. Et tout ça, ça demande aussi de l'argent. Et est-ce qu'il y a de l'argent en Champagne? Est-ce que nous rentrons dans la crise en mauvaise situation comme Cognac ou comme Bordeaux? Non. Donc, c'est également une bonne nouvelle. Vous êtes dans un contexte de filière qui a quand même paradoxalement profité du Covid et du post-Covid. Ça peut vous sembler complètement dingue, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que ça soit, alors que vous êtes sur une base 100, donc 2022, pour que je vous montre l'évolution de la collecte, ça veut dire l'épargne d'un côté, et les encours de prêt, donc là encore une fois, la capacité de s'endetter, tout simplement, on va écouter, il n'y a pas de problème en Champagne, pas du tout de problème en Champagne. Donc on est dans une situation plutôt de bonne nouvelle, voilà, on va être très clair. On est certes dans une situation compliquée d'un point de vue commercial, mais au moins on va rentrer dans cette situation compliquée avec un contexte financier qui reste positif. Et cette capacité d'emprunter,
on la retrouve dans la faible sensibilité de la clientèle champenoise, telle que nous la connaissons, nous en tout cas à Nord-Est. Vous avez ici deux courbes. Vous avez la courbe bleue, c'est la filière Champagne, et la courbe rouge, c'est pour les viticulteurs. Et en banque, nous calculons ce qu'on appelle la sensibilité d'un côté et le défaut de l'autre. Si vous vous demandez ce que c'est que ces machins-là, c'est très simple. La sensibilité, ça serait, bon, potentiellement, il y aurait peut-être des problèmes pour rembourser ce qu'il nous doit. Et en défaut, je pense que vous l'avez compris, il y a un défaut, ça veut dire, bah oui, effectivement, il a des problèmes. Enfin, voilà. Donc, bah écoutez, voilà quoi, regardez bien. Vous avez la courbe rouge pointillée, c'est nos warnings, comme on dit. Bon, bah, on est largement dessus des warnings. Voilà. C'est-à-dire que, pour l'instant, rien de grave en Champagne, j'insiste. Que ça soit négociant, que ça soit coopérative, que ça soit vigneron, que ça soit n'importe qui, il n'y a pas de mort annoncée pour la Champagne. On va rentrer en crise, vous avez un système d'organisation collectif extrêmement puissant et vous avez des mesures qui vont être prises, comme je vous les montre au préalable, afin de pouvoir s'adapter par rapport à ce qui semble être une incertitude désagréable. Tout ça nous amène à dire, pour le moment, il n'y a pas raison de se faire peur. Évidemment, ça va être compliqué, mais sincèrement, ce n'est pas la première fois, je pense que vous l'avez bien compris. Conclusion. Oui, il y a des baisses. Oui, c'est des baisses depuis mars 23. Alors, paradoxalement parlant, vous pourriez me dire, oui, non, attends, tu viens de dire qu'il y avait des hausses. Oui, enfin bon, je pense que vous avez bien compris, c'est un petit peu artificiel et qu'il va sans doute y avoir encore quelques bonnes blagues après juillet. Donc, on verra bien. Qu'il y a déjà une dégradation du mix produit et donc que ça nous entraîne dans une baisse du prix moyen du bouteille de champagne. Donc tout ça, c'est pas forcément des super bonnes nouvelles, mais qu'en parallèle, on a quand même pas mal d'enjeux et on les connaît déjà et on les a détectés, c'est-à-dire trouver des nouveaux marchés d'un côté, développer le no-tourisme de l'autre, avoir cette image de plus en plus positive afin de pouvoir défendre la tarification qu'on a pu proposer au cours de ces dernières années auprès de nos consommateurs. Donc tout ça demande de l'argent. Bonne nouvelle, de l'argent, il y en a encore. Il y a donc encore des capacités d'investissement. À partir du moment où il y a la volonté de le faire, et je sais qu'il y a une très bonne organisation derrière pour pousser, bah écoutez, soyons clairs, l'enjeu c'est le long terme, c'est absolument pas Trump 3 ans ou les 3 dernières années du Covid, c'est l'enjeu de qu'est-ce qu'on sera dans 10-15 ans. Voilà, messieurs, dames, j'espère avoir été clair. Parfait, superbe. Merci David. Intervention très très riche. Oui, monsieur Laurent, vous allez m'aider à challenger David parce que... Oui, une petite précision, comment on calcule le poids de l'œnotourisme? C'est à partir des paiements qui sont effectués en Champagne? Oui, tout à fait, Franck. C'est exactement ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a relevé les dépenses cartes bancaires en Champagne. Donc, alors là, je n'ai montré que les dépenses directes auprès des vendeurs de Champagne. On a calculé aussi les retombées pour la région, tu penses bien, t'imagines. C'est 46 millions en 2024, donc hors vente Champagne, hein, d'accord. 46 millions directs retombées pour tout ce qui est les épiceries, loisirs, transports, etc. Et auquel tu rajoutes les 34 millions qu'on a pu calculer, vente directe Champagne. Et là, on est toujours dans le périmètre du Crédit Agricole du Nord-Est. Bien sûr. Il faudra rajouter l'Aube si on voulait avoir... C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est à minima, les retombées sont déjà extrêmement intéressantes. Et est-ce que le Crédit Agricole est capable de nous sortir les données agglomérées de ces différentes caisses? Nous allons y arriver, oui. D'ici très peu de temps, les 39 caisses régionales vont être en capacité de donner cette information et nous travaillons d'arrache-pied pour... donner une information au moins champenoise, donc en mettant l'Aube dedans. Et une autre question, on n'a pas parlé d'effet prix. Non. Parce qu'effectivement, après les crises qu'on a connues, il y a eu quand même une augmentation assez forte des prix, ce qui a pu aussi dégrader les marchés. Indéniablement. On le sait, alors qu'il y a eu, en fait, bon, bah, évidemment, tu penses bien, j'avais 20 minutes, mais donc oui, on le sait déjà, on est capable de mesurer ça avec beaucoup d'attention à l'heure actuelle. On sait que il y a eu, je te fais ça très très vite, et pour tout le monde, on sait que la montée des prix en 2022
était légèrement supérieur pour 5 marchés par rapport à l'inflation générale des marchés, mais qu'en 23, toutes nos augmentations étaient largement supérieures à toutes les inflations de tous les marchés. Donc vous avez bien compris que pour le consommateur, c'est devenu extrêmement piquant. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi un impact prix qui s'est réalisé et qui explique pourquoi à partir de mars 23, on a cette dégradation. David, on est ici aux rencontres de la filière Connex au Champagne. Oui. On nous a bien évoqué la situation Champagne, on va dire, mais on a aussi des entrepreneurs dans l'entreprise. Et je sais, dans cette salle, et je sais que vous financez beaucoup, vous êtes beaucoup impliqués auprès de l'entreprise de filière Connex Champagne. Est-ce que tu as un œil, un avis, comment tu vois ça, puisque c'est quand même relativement important. J'ai entendu des intendants qui veulent acheter local, ils veulent acheter auprès des entreprises de la région, on va dire vers la région. Et je voulais savoir un petit peu si tu avais un avis ou si tu avais une perspective ou un œil sur ce dossier. Oui, alors bon, comme tu le sais, on est membre du Club des entrepreneurs champenois, donc on est forcément intéressé et on regarde avec beaucoup d'attention ce qu'il se passe pour ce qu'on appelle donc la filière Connex. Les mesures économiques sont très délicates. Parce que tu le sais aussi, il y a beaucoup de groupes internationaux qui sont derrière, donc c'est assez difficile d'avoir toute l'information. On sait malgré tout que à l'heure actuelle, bon ça s'est dégonflé par rapport à ce qu'on a pu vivre sur la période post-Covid, mais qu'en l'état actuel des choses, il n'y a pas eu de dégâts majeurs sur tout ce qui était activité connexe. La situation pourrait être un peu plus compliquée. Parce que si on stabilise, imaginons on stabilise à 272 millions de cols, bon bah, voilà, les stocks achetés auprès des différents fournisseurs ne vont pas s'écouler aussi vite qu'on avait pu l'imaginer, on va dire ça comme ça. Et on rajoutera évidemment en parallèle, parce que donc, si je reviens sur les groupes internationaux, il n'y a pas que le champagne qui est client, et donc ça veut dire qu'il y a aussi d'autres impacts avec les autres vins et spiritueux d'Europe. Ça risque de peser de façon un peu plus sur les activités connexes, vin et donc forcément champagne, parce que champagne n'est pas le relais habituel qu'on a pu vivre. Donc à l'heure actuelle, comme je viens de le dire, pas de problème économique, mais sans doute un peu plus de tension là peut-être d'ici l'année prochaine en fait, le temps de se rendre compte de la situation. Auquel je rajouterais peut-être quelques rachats, comme on a déjà pu le vivre il n'y a pas si longtemps que ça. Et David, on avait évoqué également la crise dans d'autres vignobles, et dans d'autres vignobles, il y a aussi des filières connexes, et on peut envisager que sur des vignobles en crise, les connexes de ces vignobles vont peut-être aller chasser et chercher du chiffre d'affaires, notamment, pourquoi pas, en Champagne. Oui, tout à fait. Ça fait partie de l'analyse qu'on fait sur le connexe. C'est-à-dire que tant que les groupes au moins nationaux avaient différents relais, donc la Champagne en fait partie, mais il n'y a pas que la Champagne, ça pouvait encore fonctionner correctement. Là, vous l'avez bien compris, Cognac, c'est vraiment structurellement parlant dramatique. Bordeaux, c'est pas mieux. Languedoc, ça va pas bien du tout. Enfin, bref, on va pas refaire, je ne vais pas tout vous refaire. Donc forcément, si vous voulez, toutes les activités connexes qui travaillaient avec ces autres zones, mais je peux vous parler de l'Espagne aussi, où ça s'est pas très bien passé. Enfin, il n'y a pas que la France, en fait. Ça veut forcément dire qu'il va y avoir une concurrence qui va se mettre en place auprès des activités connexes plus locales que nous connaissons. Ça fait partie donc de mes propos, de dire l'impact indirect est plus fort que l'impact direct. On risque d'avoir une remontée d'autres activités connexes qui vont venir concurrencer notre système champenois. Donc c'est plus, moi je suis plus inquiet, pour être franc, de l'impact indirect et ce que ça va entraîner en termes de mutation pour les activités connexes au Champagne que finalement la situation champenoise au sens strict du terme. Un grand merci à David pour son intervention et puis pour les échanges.